Très bien, les gars, joyeux Juneteenth. Célébrez-moi. Célébrez-moi, s'il vous plaît. Si vous êtes caucasien, envoyez-moi 10 $ sur PayPal ou Venmo. Si vous êtes noir, je suppose vous pouvez célébrer avec moi. C'est le nouveau jour férié. Tout le monde fait semblant que c'est très sérieux. Et vous connaissez mon point de vue sur ce sujet. De toute évidence, cela a été simplement distribué aux Noirs par Joe Biden comme une petite tape sur la tête après qu'ils aient détruit notre quartier. Vous savez qui me croit? Vous savez qui est probablement d'accord avec moi? Morgan Freeman. Ouais, il n'est pas fan du jeu racial. Il continue de s'attaquer à l'histoire des Noirs. Nous en parlerons. En plus, pendant que mon émission était hors antenne, quand je n'avais pas de plateforme, quand je ne pouvais pas me défendre, Cardi B s'en est encore prise à moi, cette fois sur le sujet de la pornographie. Elle n'a pas apprécié certains de mes tweets et je pense qu'il est grand temps que je réponde. Mais d'abord, l'alunissage. Où en êtes-vous là-dessus? Sérieusement, objectivement, est-ce que vous croyez que l'alunissage a eu lieu? Oui ou non? Bien sûr que oui, absolument pas. Discutons-en. Tout cela et bien plus encore à venir dans Candace. OK, donc nous sommes tous d'accord sur la fraude. Fraude scientifique, peu importe comment vous l'appelez, fraude historique. Elle a clairement été imposée à notre société à une échelle remarquable. Nous commençons à nous en rendre compte. Nous le voyons. La question n'est plus de savoir si le gouvernement nous ment ou non. Ce n'est pas la question. La question, c'est depuis combien de temps nous ment-il? C'est là où nous en sommes. Et c'est toujours le même schéma prévisible. D'abord, ils mentent de façon vraiment énorme. Beaucoup de gens les croient. Et puis, quand certaines personnes commencent à dire « Hé, je ne vous crois pas », ils commencent à traiter ces gens comme s'ils étaient fous. Vous vivez dans une cabane en papier d'aluminium. Comment pouvez-vous ne pas croire ce que le gouvernement a dit? Comment osez-vous ne pas faire confiance au consensus scientifique? Il y a des experts. Et c'est une histoire vraiment drôle. Donc, l'année dernière, en fait, je crois que c'était l'année d'avant, quand j'ai tweeté pour la première fois quelque chose à propos de l'alunissage, j'ai dit « Bon, les gars, amusons-nous un peu. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? En fait, à quelle théorie du complot croyez-vous? Pensez-vous qu'il y ait vraiment quelque chose là-dedans? » Et j'ai dit, la mienne, ce serait l'alunissage. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre qu'on ait pu aller sur la Lune en 1969 et partagez-moi les vôtres. Personne ne m'a prise au sérieux avec ce tweet parce que j'avais dit, amusons-nous un peu. Sauf quelques néoconservateurs qui étaient là. Comment osent-elles remettre en question l'alunissage? Et je me suis dit, c'est bizarre. Et puis l'année dernière, je suis allée chez Bill Maher. J'ai vraiment passé un super moment dans son émission. Mais quand j'ai commencé à lui parler dans son podcast, il a tout de suite attaqué ce tweet sur l'alunissage, comme si c'était une philosophie que j'avais portée sur les campus universitaires et dont j'avais parlé dans mon podcast. Je n'aurais jamais fait ça. Mais il avait besoin que j'affirme dans son émission que l'alunissage était réel et que ce n'était pas un canular. Écoutez un court extrait de cette conversation. L'idée que tu puisses penser que c'était une sorte de canular. Je suis désolée, mais ça influence tout le reste. Je dis juste que je ne suis pas... J'ai l'impression que tu essaies de trouver ce point précis. Je n'ai jamais parlé de ça dans mon émission. Tu parles littéralement d'un seul fil de tweets drôles. C'est pertinent. Ce n'est vraiment pas si pertinent. C'est pertinent que tu refuses de dire de façon catégorique que des gens ont marché sur la Lune. C'est pertinent. Regarde ça. C'est pertinent. C'est pertinent. J'ai besoin de toi maintenant. Tu as une plateforme pour affirmer que l'alunissage a bien eu lieu, sinon rien d'autre de ce que tu dis n'est pertinent. Je trouve ça un peu étrange. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je veux dire, je n'étais pas en vie en 1969. Et comme je l'ai dit, ce n'est tout simplement pas important. Alors pourquoi est-ce que lui et ses producteurs ont estimé qu'ils devaient insister là-dessus, qu'il fallait que j'affirme cela à mon public à propos de l'alunissage? On pourrait penser que ce ne serait tout simplement pas une priorité pour eux. Eh bien, devine quoi? Ensuite, après avoir eu cette conversation, j'ai lu ce livre, Charles, dont je te parle sans arrêt et que chaque être humain devrait lire. Et bien sûr, Charles parle des meurtres de la famille Manson. Il parle de la CIA. Tu le liras à la mâchoire décrochée. Tu seras aussi terrifié en le lisant, parce que si tu ne crois pas que ton gouvernement est capable de commettre le mal ou de mentir à très grande échelle, ce livre va te faire ouvrir les yeux. Et les meurtres de la famille Manson ont eu lieu en 1969.
Ce que tu retires de ce livre, parmi beaucoup d'autres choses, c'est le fait que le gouvernement s'intéressait à la psychose de masse. Que pouvons-nous faire? Pouvons-nous créer un événement qui provoquerait ensuite une psychose de masse au sein de la population qui, en fin de compte, amènerait les citoyens à se soumettre, tout simplement à se soumettre? Et avec les meurtres de la famille Manson, il y a eu ce meurtre horrible qui a eu lieu à Hollywood impliquant cette belle actrice, soi-disant. Et maintenant, nous savons que la CIA était impliquée à chaque étape, même dans le procès, même dans les condamnations. Charles Manson était un agent fédéral, il était un atout. Et le but, semble-t-il, était simplement d'amener les gens à arrêter de vivre le rêve hippie. Et ça a marché. Les jours hippies se sont terminés pratiquement du jour au lendemain. Et bien sûr, ils ont compris qu'il fallait que les médias suivent chaque aspect du procès. Ils avaient besoin que les membres de la famille de Charles Manson soient presque dans la performance. Ils avaient besoin de tout cela. Les médias pouvaient amener les gens à réagir en lisant leur journal à propos des horreurs de ce meurtre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller acheter une serrure? Tu ne vas pas devenir un hippie. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas protester contre la guerre. Ça, c'est certain. Tu vas devenir très sérieux parce qu'ils viennent de utiliser les médias pour te terroriser massivement afin de t'amener à obéir. Et donc, après avoir lu ce livre et découvert ce que la CIA faisait, après avoir appris qu'ils droguaient des gens avec du LSD, après avoir compris comment ils utilisaient les troupes et menaient des expériences sur elles, et après avoir découvert MK-Ultra, je peux maintenant te dire que je crois à 0% aux allunissages de 1969. Si tu penses que je vais croire qu'ils faisaient tout ça en 1969 concernant les meurtres de Manson, la CIA et les expériences sur la psychose de masse, mais qu'en même temps, ils étaient totalement honnêtes à propos des allunissages, aucune chance. Comme je l'ai dit, si tu ne me crois pas, lis ce livre, réfléchis-y, et demande-toi si tu fais vraiment confiance au fait que le gouvernement a été irréprochable concernant les allunissages. Mais bien sûr, la question que les gens posent toujours, il y en a deux. D'abord et avant tout, comment un mensonge aussi énorme pourrait-il passer? Eh bien, je t'ai déjà répondu plusieurs fois à ce sujet. Plus le mensonge est gros, plus tu as de chances d'y croire. Mais la vraie question, c'est peut-être pourquoi mentir, non? Comme les gens le disent à chasse toujours, pourquoi le gouvernement nous mentirait-il avec un mensonge mondial sur le COVID? Pourquoi nous mentirait-il à propos de la NASA et des allunissages? Pourquoi le gouvernement nous mentirait-il sur la sécurité des vaccins? Comment peux-tu croire ça, Candace? Comment fais-tu pour ne pas vacciner tes enfants? Eh bien, la réponse sera toujours le pouvoir. Ne doute jamais jusqu'où le gouvernement est prêt à mentir pour obtenir le pouvoir et le contrôle. En fait, en venant ici, j'ai eu un énorme débat avec mon équipe à propos des dinosaures. Je me promenais simplement avec Savannah, ma manager. Et je me disais, mince, les dinosaures, c'est une évolution étrange. Un énorme météore est arrivé, a frappé, et soudain tous les dinosaures ont disparu. On nous dit ça à peu près en cours élémentaire deuxième année, ils n'en reparlent pas vraiment après. Et bien sûr, les gens disent, qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, les dinosaures ont bien existé. Tout cela est très réel. Les historiens le disent, les géologues le disent, les scientifiques le disent. Il y a des fossiles qui le prouvent. Le Tyrannosaurus Rex, il parcourait vraiment la Terre. Tu n'as pas vu Jurassic Park? Ça a même eu droit à un traitement médiatique. Bon, je ne m'en soucie pas assez pour débattre de ça. Je dis juste que si tu suis ça, disons, peu importe ce que c'est, que tu croises au vaccin, aux dinosaures, au COVID, combien de fois va-t-on placer notre confiance dans le X? Les experts, les historiens et les scientifiques? Où commences-tu et où t'arrêtes-tu dans ta confiance envers eux? Parce qu'on peut imaginer que dans 30 ans, des gens défendront la théorie et la logique du genre. C'est en train de devenir une théorie d'experts. Non, les gens vont à l'école et apprennent cela. Tu peux choisir ton genre. Les médecins soutiennent cela. Ils pratiquent même des opérations pour prouver que la science du genre est réelle. Tu pourrais être un garçon, mais en réalité une fille. Ça n'a tout simplement pas d'importance. Tout ce que tu as à faire, c'est de te faire opérer, de subir ces interventions chirurgicales. Et voilà, c'est fait. Et on voit même des historiens remonter dans le temps pour prouver qu'en réalité, les personnes non-binaires ont toujours existé. Laisse-moi juste te montrer cela. C'est comme ça que des gens peuvent obtenir des diplômes dans ce domaine. Ils apprennent la science, ils apprennent l'histoire. Ils apprennent que cela est réel et l'a toujours été. Ce qui m'amène à ce point. À bien des égards, la science est devenue une foi. C'est intéressant parce qu'il y a tellement de gens qui se considèrent comme athées et qui disent « Eh bien, je suis athée
parce que je suis rationnel, et je suis rationnel parce que je suis capable de regarder ceci, d'étudier cela et d'en déduire que c'est donc vrai. Et plus j'y pense, je commence à reconnaître que, sous bien des aspects, la science a contribué à ce que j'appelle un complot chrétien. C'est la capacité à convaincre les gens que la foi est stupide. Oh mon Dieu, comment peux-tu croire en Dieu? Mais la science, c'est forcément réel. Oui, ces gens-là ne se rendent pas compte que la science est désormais leur religion. Et cette religion s'accompagne de sacrements. Repensez simplement au COVID. Les gens nous faisaient la leçon, toujours la même chose. Les positions d'autorité, les médecins, les experts, les historiens. Voilà comment cela va muter si vous ne faites pas ceci. Les gens se promenaient alors sur des marquages de distanciation de 6 pieds. Les gens ne voyaient plus leurs proches parce qu'ils faisaient confiance à la science, aux experts et aux personnes dans les médias, qui créaient une autre psychose de masse, une psychose de masse qui faisait croire aux gens qu'ils devaient simplement faire la queue et se faire vacciner. Et quand on pense à cela et qu'on commence à étudier l'histoire comme je l'ai fait, on se rend compte que des mensonges de ce genre ont été racontés depuis aussi loin que je puisse remonter dans l'histoire américaine. Et avant l'histoire américaine, bien sûr, l'Amérique est un pays très jeune. En fait, quand on étudie, on découvre que les âges sombres, ces fameux âges sombres dont on vous parle, n'étaient pas du tout sombres. Ils étaient simplement chrétiens. C'était des époques de grandes découvertes chrétiennes. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant un auteur nommé Rodney Stark. Et puis, on apprend l'existence des Lumières. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, ce n'était pas du tout éclairé. Cela a donné naissance aux idées qui sont à l'origine de pratiquement tous les maux contre lesquels nous luttons aujourd'hui dans la société. Le marxisme, le communisme, l'humanisme. Les philosophies qui ont mené à la mort et à la destruction partout. Et tout cela est arrivé parce que des gens ont dit « Hey, ne croyez pas en Dieu, croyez en l'humanité. Vous êtes individuellement éclairés. Croyez dans les livres. Faites confiance aux manuels scolaires. Faites-nous confiance quand nous vous disons que cela s'est définitivement produit il y a des millions et des milliards d'années. Faites-nous confiance quand nous vous disons que nous sommes allés sur la Lune. Croyez constamment et placez votre foi dans les humains. Nous sommes les experts maintenant. Vous êtes les experts maintenant. Oui, c'est ce que je vois partout. Je vois qu'ils ne veulent pas que vous croyiez en votre âme. Ils veulent que vous ne croyiez qu'en votre esprit, que vous ne croyiez qu'en la rationalité. Et puis, bien sûr, ils sélectionnent cette rationalité. Ils mènent des expériences pour voir comment ils peuvent vous faire croire n'importe quoi, comment ils peuvent vous amener à ne même plus croire vos propres yeux, à ne même plus faire confiance à votre instinct, parce qu'il y a un expert quelque part ou un historien quelque part qui vous dira le contraire. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Sur le sujet des âmes, voici un titre qui fait réfléchir. De nouvelles estimations montrent que plus d'1 million de bébés ont été tués par avortement en 2023. C'est le nombre d'avortements le plus élevé depuis 2012. L'annulation de l'arrêt Roe n'a fait que les rendre encore plus avides du sang des bébés. Pour moi, je considère cela comme un sacrifice humain. Évidemment, nous devons lutter contre ce genre de mal, parce que lorsqu'ils crient avortement, nous devons crier vie. Comment faisons-nous cela? Eh bien, nous nous unissons à Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, qui finance des échographies pour des cliniques situées dans les zones où le taux d'avortement est le plus élevé. Parce que lorsqu'une mère envisage l'avortement et qu'elle peut d'abord rencontrer son bébé lors d'une échographie et entendre ce battement de cœur précieux, cela double plus que la chance de survie du bébé. Chaque jour, Preborn sauve la vie de 200 bébés, un véritable miracle. Le temps que je termine de lire cette publicité, 2 autres bébés auront été emportés par la tragédie de l'avortement. Mais seulement 28 $ pourraient vous faire la différence entre la vie et la mort. Alors, s'il vous plaît, rejoignez le combat en finançant 1, 2, 3 ou 200 échographies. Tous les dons sont déductibles à 100% des impôts. Pour faire un don, composez le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250, bébé. Ou vous pouvez visiter preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Très bien, les amis, passons maintenant à quelques histoires. Avant de commencer ces histoires, je veux vous rappeler que nous sommes en route vers les 2 millions d'abonnés et il semble que cela va arriver très bientôt, ce qui me rend très enthousiaste. Alors cliquez sur le bouton s'abonner si vous regardez ceci sur YouTube. Alors, Morgan Freeman, tout le monde connaît Morgan Freeman.
Surtout parce que je suppose que si vous êtes comme moi, vous voudriez juste qu'il fasse l'éloge funèbre à vos obsèques. Sa voix est incroyable. Je ne sais pas, c'est le narrateur parfait. Il parle et on écoute, tout simplement. Et c'est ainsi qu'il s'est vraiment construit une carrière. Quelqu'un a déjà posé la question, est-ce que Morgan Freeman a déjà été jeune? Je pense que la réponse à cette question est non. Je suis presque sûre qu'il a toujours eu l'âge qu'il a aujourd'hui, l'âge auquel je me souviens de lui dans tous ses films. Eh bien, il a refait surface dans l'actualité parce qu'une chose sur laquelle Morgan Freeman a toujours été inébranlable, c'est le sujet de la race. Il a toujours dit, toujours affirmé la réalité que ce qui se passe est clairement source de division. C'est toujours noir contre blanc. Ils essaient constamment de faire sentir aux Afro-Américains qu'ils sont d'une certaine manière différents et à part du reste des Américains. Et en réalité, c'est l'histoire de Juneteenth. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Après les émeutes de BLM, c'était juste une petite tape sur la tête de la part de Joe Biden. Et nous reconnaissons qu'il faut mettre fin à ces émeutes. Alors on va vous donner Juneteenth comme jour férié fédéral. Quelle absurdité totale. Avant de vous dire ce que Morgan Freeman dit dans cette récente interview accordée à Variety, revenons en arrière et écoutons ce qu'il disait en 2006 lors d'une interview pour 60 minutes. Écoutez bien. Le mois de l'histoire des Noirs, tu trouves ça ridicule. Pourquoi? Tu vas cantonner mon histoire à un seul mois? Oh, allez. Et toi, tu fais quoi avec la tienne? C'est quel mois, le mois de l'histoire des Blancs? Eh bien, allez, dis-moi. Eh bien, je suis juif. OK, quel mois est le mois de l'histoire juive? Il n'y en a pas. Oh, pourquoi pas? Tu en veux un? Non, non. Non, moi non plus. Je ne veux pas d'un mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs est l'histoire américaine. Comment allons-nous nous débarrasser du racisme? Arrête d'en parler. Je vais arrêter de t'appeler un homme blanc. Ouais. Et je vais te demander d'arrêter de m'appeler un homme noir. Je te connais en tant que Mike Wallace. Tu me connais en tant que Morgan Freeman. Il a tellement raison. Tout cela est tellement condescendant. Et je pense, je ne sais pas si c'est juste de l'espoir, que de plus en plus d'Américains noirs commencent à s'en rendre compte. Et je pense que c'est dans le sillage de la fraude BLM qui a été perpétrée sur la société. Vous savez, les Américains noirs investissent dans ce récit racial qu'ils ne veulent jamais voir disparaître. En vérité, ils ne veulent jamais que cela disparaisse parce qu'ils ont besoin de garder les Américains séparés et en conflit les uns avec les autres, parce que Dieu nous en préserve si nous nous unissions, que nous levions les yeux et que nous réalisions, attendez une seconde, le vrai problème, c'est le gouvernement. Évidemment, le problème, c'est le gouvernement et ils essaient de nous asservir davantage à travers différents ismes, sexisme, racisme, faire en sorte que les femmes détestent les hommes, que les hommes détestent les femmes, que les Noirs détestent les Blancs. Tout cela est tellement ennuyeux et c'est pourquoi je prends position, j'utilise ma plateforme pour m'opposer à cela en disant que je ne veux rien avoir à faire avec le Juneteenth. Je trouve ça vulgaire. Je trouve ça rétrograde parce que c'est quelque chose qu'on nous a simplement donné comme une sorte de récompense qui, en réalité, ne sert à rien. Un jour de congé supplémentaire à l'école, je pense que c'est la dernière chose dont les Afro-Américains ont besoin, surtout quand on considère les taux d'alphabétisation catastrophiques. Je veux dire, les enfants afro-américains sont pratiquement illettrés, au passage. Tous les enfants américains sont pratiquement illettrés. Nous devons commencer à nous voir comme des Américains. Eh bien, c'est exactement ce que Morgan Freeman a déclaré lors d'une récente interview pour Variety. Il a dit, je cite, « Je déteste ça », en parlant de l'histoire des Noirs, rien que l'idée. Vous allez me donner le mois le plus court de l'année et vous allez célébrer mon histoire. Toute cette idée me donne des démangeaisons aux dents. Ce n'est pas juste. Il a également déclaré que mon histoire était l'histoire américaine. C'est la seule chose au monde qui m'intéresse au-delà de gagner de l'argent, passer un bon moment et dormir suffisamment. Amen. Je n'ai jamais eu de démangeaison dentaire, mais j'aime cette expression. Je vais commencer à dire ça quand les choses me mettent en colère. Cela me fait mal aux dents. Vous voulez savoir ce qui me fait démanger les dents? Cardi B me fait démanger les dents. Ouais. Eh bien, évidemment, j'imagine que les gens pensaient que c'était la saison de la chasse quand je n'avais pas de plateforme. Tout le monde parle de Candace Owens. Candace Owens virée, elle n'a plus de plateforme. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle. Tous ces gros titres, tous ces articles, et les gens s'en prenaient à moi et je ne pouvais pas riposter. Eh bien, maintenant, je réponds à Cardi B. Alors, je vais vous donner le contexte de l'histoire. J'ai tweeté à propos de la pornographie ceci. J'ai dit « Interdisez la pornographie ».
C'est une arme psychologique destinée à affaiblir nos hommes. Et j'ai enchaîné. Comme vous le voyez, ça a eu 9,3 millions d'impressions. Les gens étaient outrés. Qu'est-ce que je vais faire de ma pornographie? Et j'ai écrit ceci par la suite. J'ai dit, la pornographie a été créée comme un outil d'asservissement, pas de liberté. Elle a été créée par les plus dépravés de notre espèce humaine pour introduire psychologiquement l'homosexualité, la pédophilie et l'inceste, des sacrements religieux pour les satanistes. Interdisez-la et stigmatisez toute personne qui la défend ou en tire profit. Maintenant, je sais que c'est considéré comme controversé pour tous ceux d'entre vous qui avez intégré dans votre esprit d'une manière ou d'une autre que cela relève de la liberté d'expression, que les gens devraient être autorisés à présenter de la pornographie et à en produire comme moyen d'expression, que c'est en quelque sorte un droit du premier amendement. C'est complètement ridicule. Et dans de prochaines émissions, je vais vous retracer cela. Je vais vous emmener à travers l'histoire de la pornographie et des individus qui ont avancé cet argument devant les tribunaux et qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont emporté. Ils n'auraient jamais dû gagner cet argument. C'est carrément ridicule. Oui, c'est un fait que la pornographie a été introduite comme une arme psychologique. De nombreuses études ont été menées sur la façon dont les hommes réagissent à la pornographie et comment les femmes y réagissent. Et pour être tout à fait franc, l'un des plus grands arbitres de la pornographie était un homme qui a clairement affirmé avoir introduit la pornographie comme un moyen de subjuguer les chrétiens. Donc, il savait que c'était une arme, il savait que cela allait déchirer des familles, il savait que cela allait rendre difficile pour les gens de s'approfondir dans leur foi. Ils l'ont introduite comme une arme contre les chrétiens. Clairement, cet homme le dit sur sa page Wikipédia. Encore une fois, nous en parlerons dans un prochain épisode, car cela mérite un épisode entier sur la façon dont ils ont créé ces outils comme des armes contre notre foi et contre notre culture. Mais bien sûr, Cardi B a vu cela et elle est, d'une certaine manière, je suppose, une sorte de star du porno. Je pense que son corps est toujours exposé. Et elle a tweeté ceci en réponse lorsque ce tweet devenait viral. Elle a dit « Oh mon Dieu, pourquoi vous êtes tous tellement contre le porno? C'est mauvais pour vous? Moi j'aime ça, mais je ne sais pas. Je suppose que c'est un truc que je fais 6 fois par an. Personnellement, je ne ressens aucun lien ni aucune addiction à ça. Juste un petit coup rapide, voilà. Rien ne vaut la vraie intimité. Donc, je suppose que ça fait d'elle une fille cool. J'imagine que les filles cool sont celles qui disent « Oh, la pornographie, c'est cool. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas si mon mec regarde du porno. Je regarde un peu de porno 6 fois par an. Et ça fait de moi, je ne sais pas, quelqu'un de branché ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'est tout le contraire. Ça fait de toi quelqu'un qui est utilisé comme un outil. Comme je l'ai dit depuis longtemps, elle est utilisée comme un outil pour promouvoir cela auprès de ses nombreux millions de followers. Et c'est pourquoi je dis qu'ils choisissent quelqu'un comme elle pour se produire sur la scène des Grammy Awards, pas sur la base du talent. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de talent, mais je dis qu'elle n'a pas le genre de talent qui justifie d'être sur la scène principale des Grammy au Grammy. Je pense que nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Et pourtant, ils choisissent ce genre de femmes. Nous avons parlé de Sexyy Red. Plus leur langage est pornographique, plus leurs démonstrations sont pornographiques, plus leur façon de s'habiller est pornographique, il semble que Hollywood les propulse directement au sommet. Nous adorons ça. Nous adorons l'idée. De Manson à 65 ans en train de twerker. Et donc, Cardi B fait partie de ces personnes, et elle ne réfléchit même pas plus loin que ça. Elle ne pense pas aux addictions, surtout pour les hommes qui souffrent vraiment de la pornographie. Et je suis tellement contente que tant d'hommes écoutent cette émission et qu'ils, dans les commentaires, parlent de combien ils luttent contre la pornographie, parce qu'ils sont physiologiquement, psychologiquement, biologiquement plus enclins à réagir quand on leur expose de la nudité. Et c'est un fait que Pornhub propose intentionnellement chaque année des sujets de plus en plus dépravés. On en parle, non? Il passe de « oh, des relations sexuelles entre un homme et une femme », puis il commence à introduire des sujets incestueux, mais c'est juste pour se déguiser. C'est juste pour s'amuser. Ensuite, il commence à introduire des transsexuels. Et puis, il commence à frôler ce qui serait considéré comme de la pédophilie. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils essaient psychologiquement de t'introduire à ces sujets pour que tu commences à croire que c'est acceptable. Donc oui, la pornographie est une arme. Je maintiens cette affirmation. Et c'est dommage que quelqu'un comme Cardi B ne puisse pas regarder sa propre vie et voir comment, peut-être, la sienne aussi a été affectée par la pornographie. Son mari, notoirement, je ne sais pas s'ils sont en train de divorcer. Je ne sais pas où ça en est à ce sujet. Je sais qu'ils avaient entamé une procédure de divorce et qu'il y a eu différents scandales
Parfois, elle a laissé entendre qu'ils se remettaient ensemble. Qui sait où ils en sont aujourd'hui? Mais nous savons qu'il l'a trompée, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est quelque chose de très douloureux. Donc je ne dis pas cela pour me moquer d'elle, absolument pas. Mais je pense que la pornographie, le fait d'être exposé à autant de groupies, d'être entouré de tant de filles qui s'habillent de cette façon, peut être une tentation pour son mari. C'est ça. Et donc, on pourrait penser qu'elle pourrait en tenir compte et se demander comment puis-je contribuer à créer une société qui ne perpétue pas ce genre de choses. Je ne dis pas que si la pornographie n'existait pas, les hommes ne tromperaient jamais. Mais je dis que je crois qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui trompent parce qu'on leur propose, parce que le sexe leur est offert si facilement. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien, les amis. Passons maintenant à certains de vos commentaires concernant les épisodes précédents. Hier, nous avons abordé certaines des contre-vérités concernant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons évoqué le fait que 12 millions d'Allemands ont été victimes de nettoyage ethnique. Nous avons parlé du fait que Staline dirigeait encore des camps de concentration. Et pourtant, on nous a dit, du moins dans nos manuels scolaires, nos glorieux manuels, nos historiens l'ont écrit, que nous sommes intervenus pour mettre fin à tout le mal qu'Adolf Hitler faisait. Mais nous avons fait alliance avec Staline et un régime qui avait fait bien pire, qui avait tué bien plus de gens. Est-ce que cela a du sens? Avons-nous le droit de nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous aurions fait cela? Eh bien, Night of Gondo écrit « Merci, Candace, d'avoir évoqué le nettoyage ethnique des Allemands d'Europe de l'Est. Ma famille a été expulsée de Prusse, qui est aujourd'hui partagée entre la Pologne et la Russie. De nombreux Prussiens et d'autres Allemands étaient opposés aux nazis. Beaucoup étaient encore des conservateurs qui voulaient le retour de la monarchie. Les Allemands ont essayé de tuer Hitler à de nombreuses reprises, l'opération Walkyrie par exemple. Les Allemands ont souffert du traité de Versailles et se sont tournés vers la personne qui disait qu'il mettrait fin à leur souffrance. Malheureusement, cet homme a apporté encore plus de souffrance aux Allemands et aujourd'hui encore, on nous enseigne la culpabilité allemande. Les Allemands ne peuvent pas être fiers d'être Allemands à cause de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aussi été diabolisés pendant la Première Guerre mondiale. Même si nous ne l'avons pas commencé, nous avons soutenu un allié qui était l'Autriche. Churchill voulait la guerre et voulait la destruction des Allemands. Regardez le bombardement de Dresde. Des civils ont été bombardés, beaucoup sont morts, brûlés vifs. Je veux voir d'où vient ma famille. Je dois aller en Pologne ou en Russie, car la Prusse n'existe plus. La Silésie, la Poméranie, le Brandebourg oriental, etc. n'existent plus non plus. Ce furent des États allemands pendant des siècles, et maintenant ils ne le sont plus. Oui, j'ai des amis allemands, et quand ils me parlent du fait qu'il faut imaginer être originaire d'un endroit où l'on n'a pas le droit d'être fier de ses origines, parce que tout le monde occidental a été convaincu que vous êtes les méchants. On leur a fait de la propagande, et ils ont fini par croire que vous avez toujours été les méchants. C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Alors même qu'on parle du fait qu'on ne devrait pas infliger de punition collective ou croire à la culpabilité collective, nous l'avons bel et bien assigné, et je pense que c'est absolument horrible. Mais il y a de l'espoir, les amis. Il y a toujours de l'espoir. Et c'est le moment idéal pour vous parler d'un film dont je vous ai déjà parlé, Sound of Hope. Oui, réalisé par Angelica Studios, les mêmes qui nous ont offert Sound of Freedom, abordant des sujets et des thèmes parfois très lourds à évoquer. Et c'est certainement le cas lorsqu'il s'agit de la famille d'accueil. C'est un sujet qui, je pense, met beaucoup de gens mal à l'aise. Et j'ai vu certains de vos commentaires parlant de la famille d'accueil et de la difficulté que cela représente. Croyez-moi, j'ai vu ce film. The Sound of Hope, l'histoire de Possum Trot, ils ne vont pas essayer de faire croire, ce n'est pas de la propagande, ils ne vont pas faire croire que la famille d'accueil est facile. Ce qu'ils vont vous faire comprendre, c'est pourquoi il est nécessaire de prendre soin des enfants qui en ont besoin. Et je veux vous montrer un autre extrait de ce film. Écoutez bien. Tu es sûr que ces gens veulent de nous? Je le sais. Tu peux m'appeler maman. Seigneur, si nous entourons les plus vulnérables de nos bras, alors qu'avons-nous? Du bruit. Et les enfants ne supportent plus le bruit. Vous savez ce que je vais vous dire? Il y a une avant-première exclusive dans les cinémas partout. Et ça commence aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, prenez vite vos billets parce que je vous le dis, ils partent très vite et je vous assure que lorsque vous verrez ce film, il va vous bouleverser tout comme Sound of Freedom l'a fait l'été dernier.
Cela va simplement accroître votre conscience des choses qui se passent tout autour de nous, des choses horribles qui se produisent partout, en nous rappelant que nous avons l'opportunité de réellement changer le monde en aidant à transformer la société qui nous entoure. Nous avons donc besoin d'1 million de combattants pour nous rejoindre dans les salles de cinéma. Durant la semaine du 4 juillet pour ces enfants qui ont besoin d'aide, rendez-vous sur angel.com/Candace pour rejoindre le combat pour les enfants. Vous pourrez également consulter les horaires des séances. C'est angel.com/Candace. Très bien, revenons aux commentaires. Je vous ai parlé d'Annie. Elle m'avait contacté via Manect. Vous savez que j'adore l'application Manect parce que vous pouvez me contacter et je peux simplement vous répondre. Je vous envoie juste une simple note vocale. Je le fais pendant mes promenades matinales. J'adore absolument les questions que je reçois de toute façon. Concernant Annie, elle était étudiante à l'université. Elle était perdue et disait en gros « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je sens que je dois être ici. » Eh bien, Trash Camera Guy a écrit ceci sous notre épisode d'hier. Elle a écrit « Quand j'étais à la fac, j'avais un professeur de trigonométrie qui se souciait vraiment de nous. J'avais beaucoup de mal dans ce cours et je finissais en larmes tous les jours. Il m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie et je lui ai dit que je voulais juste me marier et être maman. Il m'a conseillé d'arrêter l'université. Il m'a dit de prendre des cours de cuisine et que j'étais assez jolie pour décrocher un mari riche. Il m'a dit de trouver un travail dans un country club ou quelque chose comme ça. Ça paraît sexiste, mais à l'époque, ça avait parfaitement du sens. C'est exactement ce que j'ai fait. 1 an après cette conversation, j'étais mariée et 1 an après, j'étais mère. 30 ans plus tard, toujours mariée, toujours simplement femme au foyer. Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Je voulais juste partager ça. J'adore tellement ce commentaire parce qu'il est vrai. Ces choses, elles sont considérées comme tellement sexistes. Mais vous savez, il y a tellement de femmes qui écoutent ce podcast et qui pensent exactement la même chose qu'Annie pensait quand elle m'a envoyé un message sur Manect et que cette femme qui a partagé son histoire pensait quand elle était à l'université. Qu'est-ce que je fais? Je veux juste être maman. Je sais ce que je veux faire, mais la société me dit que c'est mal. J'ai été psychologiquement convaincue que ce que je ressens naturellement, ce que je veux, est quelque chose que je devrais réprimer ou repousser. Non, suis ton instinct. Ce prochain commentaire vient d'Angelica, et il concerne le fait de rejoindre l'armée. Angelica écrit « J'ai rejoint l'armée juste après le lycée. J'ai quitté la maison à 18 ans pour défendre mon pays. Pendant le COVID, j'ai ouvert les yeux. J'ai immédiatement réalisé à quel point on nous avait menti tout ce temps. J'ai refusé l'injection, j'ai quitté l'armée de l'air et depuis ce moment-là, je me demande toujours à qui appartient vraiment la guerre que nous menons ici. Nos ennemis n'ont peut-être jamais été nos ennemis tout ce temps. C'est tellement triste. Oui. Et encore une fois, je vous promets que je devrais tirer profit de ce livre sur le chaos. Mais s'il vous plaît, lisez-le, car vous réaliserez à quel point notre armée a été maltraitée, à quel point nos troupes ont été lésées. Si vous pensez qu'ils ne s'intéressaient pas uniquement à appliquer ce genre de traitement psychotique à la population en général, eh bien, au départ, ils expérimentaient sur nos troupes et ils continuent d'expérimenter sur nos troupes. Ils imposent des expérimentations à nos troupes de bien des façons et c'est écœurant. Et c'est mal. Et bien sûr, cela soulève la question, depuis combien de temps nous mentent-ils alors qu'ils incitent les gens à s'engager? Vive l'Amérique! Eh bien, c'est peut-être aussi en partie parce qu'ils peuvent constamment mener ces expériences sur nos troupes. Ils savent qu'ils le peuvent. Nous avons John Von D. qui écrit, pour finir, « J'ai longtemps, je l'avoue, méprisé Candace en tant que porte-parole conservatrice, mais étant donné sa position sur le génocide israélien, j'ai été tellement impressionnée. Mais cet épisode m'a tout simplement coupé le souffle. Je suis née en Californie et ma mère ainsi que sa famille font partie de ces 12 millions d'Allemands qui ont été déportés et dépouillés de tout lors du nettoyage ethnique. Mon grand-père venait de Tchécoslovaquie et ma grand-mère était originaire de Hongrie, devenue ensuite la Yougoslavie, puis aujourd'hui la Croatie. Et par coïncidence, ils se sont rencontrés dans le même camp de réfugiés à Linz, en Autriche, que la mère et le père de German Finkelstein. La famille de ma grand-mère a été assassinée alors qu'on leur disait de rentrer chez eux en Yougoslavie. La moitié de la famille de mon grand-père a été envoyée en Autriche, l'autre moitié en Allemagne de l'Est communiste. Tout ce que vous avez mentionné leur est arrivé ou est arrivé à des personnes qu'ils connaissaient. Travail forcé, vivre sous des ponts, famine, suicide de masse, pour finalement se retrouver derrière le rideau de fer. Les membres de la famille ne se sont pas vus pendant 60 ans jusqu'à ce que le mur est tombé. Je vis de nouveau en Autriche et c'est seulement ici que l'on peut trouver des monuments ou une plaque à la mémoire de notre peuple.
Personne ne me croyait quand je racontais notre histoire à l'école ou à l'université aux États-Unis. Même les soi-disant spécialistes du génocide à New York n'en avaient jamais entendu parler ou étaient même choqués et offensés lorsqu'on suggérait que la souffrance n'était pas réservée aux Juifs. Pour faire court, Candace, je suis désolée d'avoir un jour ricané. Tu es une pionnière et tu as désormais une nouvelle supportrice en moi. J'adore absolument ce commentaire et je te remercie. Non, je n'ai jamais été une marionnette achetée et payée, bien au contraire. Je dis ce que je pense. Je reçois beaucoup de critiques pour ce que je dis et ce en quoi je crois. Les gens m'appellent « t'es comme ci, comme ça ». Mais à la fin de la journée, je dis toujours que je veux juste pouvoir poser la tête le soir en sachant que je ne suis pas une menteuse et que je ne fais pas de propagande. Et quand j'ai découvert l'histoire de ce qui est arrivé aux Allemands, j'ai été écœurée. J'ai été écœurée de voir à quel point on m'avait menti et endoctriné à l'école pour croire que nous étions toujours les gentils. Les gentils ne laissent pas ce genre de choses arriver. Les gentils ne roulent pas sur les jambes d'enfants et d'adultes simplement parce qu'ils parlent allemand. Les gentils ne forcent pas les gens à quitter leur maison et ne commettent pas de nettoyage ethnique. Et donc, il ne s'agit pas de dire que les nazis étaient un gentils, mais de dire que l'histoire est bien plus compliquée qu'on ne veut vous le faire croire. Et je crois aujourd'hui que l'Amérique est une expérience psychologique unique et qu'à chaque occasion, ils ont tenté d'utiliser les salles de classe pour faire de la propagande auprès des gens. Pour leur faire croire à cette version très simpliste, presque caricaturale de l'histoire. Voici le gentil. Voici le méchant. Voici la vérité. Aucune question n'est permise. Et en parlant d'interdiction de poser des questions, la raison pour laquelle les Américains croient cela, c'est aussi parce que non seulement ils ont fait cela, non seulement nous avons commis ce nettoyage ethnique, nous sommes alliés à Staline, nous lui avons permis de le faire en sachant qu'il allait le faire, mais ensuite ils ont adopté des lois sur la parole en Europe. Et ont déclaré qu'il était interdit de remettre en question la Seconde Guerre mondiale. Vous n'avez pas le droit de le faire. Il y avait ces lois, vous pouviez aller en prison pour négation de l'Holocauste, toutes sortes de choses qui disaient en gros que vous n'aviez pas le droit de remettre en question ce qu'ils affirmaient être la version authentique des événements. Réfléchissez à cela. Imaginez que votre famille soit victime d'un nettoyage ethnique. Imaginez que vos proches aient été alignés et fusillés. Et si vous en parliez, vous iriez en prison. Cela devrait vous terrifier. C'est pourquoi nous devrions toujours être un ennemi de tout individu ou de toute nation qui lutte contre la liberté d'expression. C'est ainsi que vous ferez toujours de moi un ennemi. Très bien, mesdames et messieurs, malheureusement, c'est la fin d'un autre épisode, mais ne vous inquiétez pas. C'est Juneteenth. J'accepterai toujours votre argent, vos finances, tout ce que vous souhaitez m'envoyer. Juneteenth, vous savez ce que vous devriez faire. Allez sur clubcandice.com et vous devriez absolument soutenir l'émission, soutenir notre indépendance en vous offrant une tasse Stand-Us. Ou vous pouvez aller sur locals.com et devenir membre mensuel, vous abonner chaque mois afin que nous puissions garder cette émission indépendante et gratuite. Merci à tous. On se retrouve demain.